Bien, alors bonsoir Pascal et Marie-Laure. Bonsoir. Alors nous sommes ici ce soir pour parler de l'écriture au féminin. Et vous allez donc témoigner, apporter votre expérience par rapport à votre métier, qui est celui d'écrivain, entre autres, puisqu'on a vu que vous étiez impliqué dans différentes choses et passionné par tout un tas de choses, de l'art, la communication, et puis on en reparlera plus tard. Alors Pascal, vous, votre livre s'appelle L'effacement et a Gilda pour héroïne. Alors Gilda, c'est une institutrice d'une trentaine d'années qui vit un amour passionnel avec un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Louis. Et puis Marie-Laure, vous, de votre côté, vous avez publié un premier roman intitulé La carapace de la tortue, dont l'héroïne est une jeune femme au corps disgracieux qui va petit à petit s'ouvrir au monde. Et vous êtes également l'auteur d'un deuxième roman qui s'appelle Spleen Machine, qui parle des adolescents d'aujourd'hui qui ont du mal à se projeter, ados en difficulté, cellules familiales fragiles, et puis focus sur les relations humaines. Alors, toutes les deux, on remarque que dans vos romans, la place des femmes est importante. Est-ce le fruit du hasard ou bien est-ce une réelle volonté au départ, en amont, avant d'écrire vos romans? Alors, qui veut répondre en premier? Pascal? C'est le privilège de l'âge. Pour ma part, c'est une réelle volonté. Ça ne peut en aucun cas être un hasard. Comme l'a dit tout à l'heure Sybille, c'est vrai que la question de la place de la femme dans la société m'intéresse énormément depuis très très longtemps. Pas seulement parce que je suis une femme, mais parce que c'est un engagement personnel, parce que je connais des hommes aussi qui s'engagent... Pour les femmes? Pour les femmes, bien sûr. Mais enfin, en ce qui me concerne, oui, c'est une volonté. Et d'ailleurs, c'est une volonté telle que le texte sur lequel je travaille actuellement, qui fera l'objet d'un deuxième roman, est à nouveau l'histoire d'une femme. Et chaque fois, à travers l'histoire d'une femme, j'ai la volonté, le désir, le projet d'aborder une thématique qui les touche particulièrement. Très bien. Et vous, Marie-Laure, alors? Je vois mes copains arriver, alors... Du renfort. On les salue. Le renfort du moral. C'est la même chose que Pascal. C'est-à-dire, hier, par exemple, j'animais un colloque de 500 étudiants qui s'appelait Femmes, entreprises et numérique, et j'étais la marraine parce que je suis féministe, et j'expliquais aux jeunes pourquoi j'étais féministe, et que surtout, à chaque fois que je le disais, je ne disais pas je suis féministe, mais je m'arrêtais à féministe. Et donc c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours, pour différentes raisons, d'observation déjà de la société internationale, qui est un chaos pour les femmes, nationale aussi, avec nos histoires, celles de nos mères, de nos grands-mères, en parlant de tout ce qui était leur quotidien, les tâches domestiques, les droits, la possibilité de formuler une pensée ou pas, de voter ou pas, d'avoir un carnet de chèques ou pas, de dépenser de l'argent ou pas, etc. Donc il y a des milliers de raisons qui ont fait que j'ai toujours été engagée dans le féminisme, que je trouve être un très joli mot, contrairement à tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais peut-être parce qu'il a fallu que certaines femmes poussent à l'excès pour obtenir des droits qui me paraissent la base de notre vie, et on est encore loin du compte. Si on observe la parité des salaires, la représentation gouvernementale, etc. Bon, là, je recouvre un peu le champ de mon travail, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, j'organise les plus grandes manifestations féminines, comme Sociétale, Parole aux femmes, Femmes et numérique, Femmes et diaspora africaine, etc. Et c'est une passion. Donc, forcément, dans l'écriture, il ressort cette passion, et puis je me sens peut-être plus à l'aise aussi, comme jeune écrivain. J'en profite pour utiliser le mot jeune, c'est pas si souvent, pour me mettre dans la peau d'une femme plutôt que celle d'un homme, mais ça arrive de temps en temps. Et donc dans ce que j'écris, je pense qu'il y a tout cet imaginaire autour des femmes qui revient. Si on parle de la carapace de la tortue, c'est l'histoire des femmes qui toujours se reprochent des choses physiques,
et qui mettent des années avant de s'accomplir dans leur corps. Et donc ça, c'était un sujet qui m'interpellait vraiment. Et puis, dans Spleen Machine, on parle beaucoup de la jeune femme, mais il y a sa mère aussi qui est très présente, puisque c'est un portrait croisé. Et bon, voilà, pour moi, ça a toujours été une évidence. Et dans tout ce que j'écris aujourd'hui, je continue à écrire au féminin. Très bien. Alors justement, pour parler de votre livre « La carapace de la tortue », votre héroïne s'appelle Clotilde, je l'ai dit. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment est née Clotilde. Alors, Clotilde, elle est née peut-être sans doute de tout ce qu'on entend chez les femmes, de tous leurs complexes, les miens aussi, et ceux de toutes les femmes. Clotilde, c'est une jeune femme qui n'est pas disgracieuse de mon point de vue, mais qui est en disgrâce, c'est-à-dire qui a été refusée par sa mère, qui a compris qu'elle n'était pas l'enfant qu'on attendait bien mieux qu'elle, et donc il va trimballer cette carapace difficile dans son chemin de vie. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit incident. Parfois, il y a des choses qui sont en nous, et puis tout d'un coup, il y a un déclic. Qui fait qu'on passe à l'acte. Et un matin, très tôt, j'étais en voiture et j'ai vu passer sur le passage clouté une femme qui était vraiment disgracieuse, mais vraiment, et qui avait l'air de voler au-dessus du sol. Elle était vraiment tellement bien dans sa peau, tellement le regard en l'air, joyeuse, peut-être amoureuse, je sais pas. Et du coup, j'ai commencé à m'interroger sur comment on vivait dans un corps comme ça, et comment, et par extension, comment on peut se reprocher notre corps en permanence. Mais en tout cas, voilà, ça a été le déclic de cette histoire. Ce qui est l'inverse de l'autre roman dans lequel on a une super-héroïne qui aurait pu faire la une de Elle. Mais qui ont des fragilités. Bien, et vous, Pascal, alors, votre héroïne à vous, c'est Gilda. Ça mûrit, c'était quelque chose... le sujet, comment dire, est sur la liberté des femmes, hein, sur le pouvoir ou non de garder un enfant, sur l'engagement, etc. Est-ce que ça a été un sujet qui a mûri longtemps, et quand et comment avez-vous pris la décision, finalement, de mettre Gilda au cœur de votre roman ? Alors en fait, non, ça c'est pas. Moi, je l'ai pas croisé sur un passage piéton, mais je l'ai croisé dans mon histoire, puisque moi, je me suis engagée pour défendre la cause des femmes en militant auprès de Gisèle Halimi au mouvement Que Choisir, et à cette époque-là, on est après les années 68. Il y a une espèce comme ça de mouvement absolument magnifique qui se développe, et au cours de réunions de ces réunions, j'entendais, à un moment donné, il y a une parole qui s'est libérée, et il y avait des jeunes filles, puisque nous étions des jeunes filles à l'époque, qui disaient mais moi, j'ai découvert, je suis pas la fille de mon père, enfin mon père n'est pas mon père, ou bien ma cousine, etc., etc. Et c'est quelque chose qui a fait son chemin. Qui a fait son chemin, et qui m'a certainement beaucoup plus marqué que je ne le pensais. Et quand j'ai commencé à écrire l'histoire de ce qu'allait devenir de Gilda, qui allait devenir l'effacement, je suis partie d'une nouvelle que j'avais déjà écrite, avec un personnage comme ça un peu immélancolique. Et puis en fait, quand j'ai développé cette nouvelle, eh bien, le personnage de Gilda s'est imposé, et l'histoire de Gilda s'est imposée, et je me suis rendu compte que pour moi, c'était le premier texte que je devais écrire, comme une espèce de texte fondateur, sans lequel je ne pourrais pas en écrire d'autres. D'accord. Alors, dans votre livre, vous parlez d'une histoire passionnelle, hein, entre cette jeune femme qui a la trentaine d'années. Parce que j'aime quand même beaucoup les histoires d'amour. Ah oui, mais comme nous tous. Qui a une trentaine d'années, et puis ce jeune homme qui n'a que 19 ans. Vous parlez notamment du désir et du plaisir féminin avec délicatesse. Est-ce que parfois on a peur d'utiliser des mots, d'employer des mots ? Est-ce qu'il est facile d'écrire de telles choses, oui, de l'érotisme ? L'autre jour, j'ai eu un très très grand plaisir, parce que au cours d'un moment où je parlais du livre, la personne qui m'interrogeait m'a dit que je parlais magnifiquement, pardon, je prends ces termes, de la peau.
Et ça m'a beaucoup plu d'entendre dire ça à propos de l'effacement. Écoutez, pour répondre à votre question très simplement, non, pas du tout. Moi, alors, vous avez employé un mot qui me touche. Vous avez parlé de délicatesse. Je crois qu'on peut parler on peut parler de la chair, on peut parler de l'amour, on peut parler du corps, on peut parler du désir. Alors moi, en faire un sujet pornographique ne m'intéresserait pas du tout. Maintenant, en distiller la part érotique me paraît une nécessité. Enfin, on n'est plus des enfants, et je crois que le rôle de l'écrivain, c'est peut-être aussi ça, c'est de nommer les choses, chacune avec notre sensibilité d'écrivain, d'écrivaine. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, donc non, vraiment, ça ne me pose aucun problème. Et puis, dans cette histoire, si vous voulez, je crois que le rôle de l'écrivain, c'est de dire ce qui doit être dit, c'est d'écrire ce qui doit être écrit. Et raconter une histoire d'amour sans en raconter la part charnelle me paraîtrait un livre pour les bisounours. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était la vision de cette relation vue par Gilda, et puis vue aussi du côté de Luis, qui correspond avec un ami, donc de façon épistolaire, et lui raconte un petit peu sa relation avec Gilda, où là, on a vraiment une approche très différente, et vous êtes donc c'est vous qui avez donc pris à la fois le rôle de Gilda et celui de Luis. C'est très étonnant, vous avez écrit comme un homme, là, du coup. Oui, je crois que, je rejoins là aussi les propos de Marie-Laure, c'est-à-dire que moi, je suis une femme et j'écris avec ma sensibilité de femme, mais ça m'empêche pas d'avoir la perception des autres personnages. Et ce jeune Louis, effectivement, c'est un jeune homme plein de fougue et c'est un séducteur et c'est un voilà et c'est pareil, si vous voulez, c'est pas plus difficile pour moi d'écrire Louis, même si j'ai moins fouillé le personnage, me semble-t-il, en tout cas ce que j'en ai laissé dans le roman final, parce que dans une première version, il était beaucoup plus développé, mais c'est pas plus difficile pour moi d'écrire Louis que d'écrire une scène érotique ou une scène une autre scène. Voilà, ce qui est important, c'est que quand on écrit, on est le personnage qu'on écrit. Enfin, on est Gilda le temps de Gilda, on est Louis le temps de Louis, on est la boulangère du temps de la boulangère. Et c'est ça qui est. Enfin, c'est un des aspects qui personnellement me fascine dans l'écriture. C'est cette espèce de manière que nous avons quand nous écrivons de nous dédoubler. Tu dirais dédoubler, toi ? Oui, puis d'avoir des personnages qui vivent dans notre tête. Oui, c'est ça. C'est assez une famille entière. Oui, c'est ça. C'est ça, ce sont des personnages. D'abord, moi, comme je dis souvent, enfin, Gilda en particulier fait totalement partie de ma vie, enfin, au même titre que des personnes de chair et d'os. Mais pour moi, Gilda, enfin, je pense que si elle entrait là, je vous dirais, tiens, il y a Gilda qui entre. Enfin, je la connais parfaitement. Voilà. Et puis Louis aussi, sûrement. Enfin, en tout cas. Il m'est arrivé de croiser des jeunes hommes dans la rue, me disant, tiens, toi, tu pourrais être Louis. Toi, tu es sûrement un Louis. Et voilà, ça devient comme ça. Donc après, ce sont eux qui nous guident, qui nous mènent, donc c'est pas si difficile que ça. Enfin. Donc, ces personnages vous hantent, on l'a compris, Marie-Laure. Est-ce qu'il est difficile de s'en détacher, de s'en défaire une fois que le livre a été écrit, publié, offert au lecteur, livré au lecteur ? Est-ce qu'on les a toujours en tête ? Non, pas du tout. Pour moi, j'ai le sentiment que quand le livre est parti, il est dans la main des lecteurs. En fait, il est plus. Alors évidemment, comme Pascal, j'ai le même sentiment. Et moi, j'ai vu des Clotilde et des Alix et des Anna dans ma vie aussi, comme elle. Mais en fait, on est souvent habité par l'histoire d'après, qui est très très présente, et finalement c'est des personnages qui vivent parce que vous les lisez en fait. Et il m'est arrivé d'ailleurs de croiser des gens qui me parlent des personnages, donc pendant un moment je suis là, qu'est-ce qu'ils me racontent?
Et puis au bout d'un, non mais ton livre, ah oui, pardon, ok. Et puis voilà. Mais en fait ils sont partis. Et d'ailleurs, ce qui était assez amusant, c'est que dans mon premier roman, La carapace de la tortue, il y a une fin. La fin du roman a été extrêmement discutée par des lecteurs et sur des blogs, avec des avis très tranchés. Et moi, j'étais un peu stupéfaite parce que finalement, je pense que c'est un peu comme un accouchement, quoi. Délivré. Voilà, accouchement, on est délivré et il appartient aux autres. Bon, alors on dit souvent, là c'était La carapace de la tortue, le premier roman, pour vous aussi, Pascal, en tout cas publié, hein, puisque vous écrivez toutes les deux depuis longtemps. Est-ce que le premier roman, vous le percevez comme quelque chose où vous avez donné beaucoup de vous, c'est-à-dire que les lecteurs, parfois ou souvent, cherchent toujours la part de vérité dans un roman, hein, on dit souvent premier roman autobiographique. Est-ce que c'est difficile de se départir de ça, de se défaire de cette idée reçue ? Moi, j'ai coutume de dire qu'on n'écrit pas ex nihilo, ce qui est quand même un truisme, certes, mais je veux dire, on écrit une histoire. Voilà, pourquoi moi j'ai écrit le personnage de Gilda, pourquoi Marie-Laure a écrit le personnage de Clotilde, pour parler du premier roman. Moi, je vous ai raconté un peu le départ. Marie-Laure aussi. Voilà, quelle est la part de moi en Gilda, mais aussi quelle est la part de Gilda en moi. Enfin, c'est tellement. Je crois que quand on écrit, on a une espèce de capacité à capter certaines choses. Peut-être que c'est ça, être écrivain, c'est saisir quelque chose que peut-être d'autres n'ont pas saisi. Et donc, quand je vous raconte cette anecdote de ces réunions féministes, etc., et il y en a une par exemple, qui m'est tout à fait revenue en mémoire. Qui doit être aujourd'hui une femme d'un certain âge, mais voilà, en fait, on a attrapé des choses, et puis un jour, ça fait sens, ça prend corps, ça devient un texte. Ce texte, forcément, on le porte en soi, ça vient pas de nulle part. On l'habite, mais il nous habite. Il est aussi très autonome. Il nous entraîne dans des directions qu'on n'avait pas imaginées. Ça constitue une sorte de puzzle quelque part où vous avez des morceaux qui vous appartiennent. Oui, de toute façon, fatalement. L'écrivain est partout dans son texte, mais le texte est partout dans l'écrivain, je veux dire. Donc voilà, à moins de dire, ben voilà, je raconte cette histoire familiale très précise. Bon, ok, alors là c'est une autobiographie, ou en tout cas quelque chose qui est très très proche de votre propre histoire. Mais après, je pense, voilà, Tournier vient de mourir. Tournier, il était dans tous ses livres. Enfin, ça me paraît évident. Donc c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Moi, je pense que tous les romans sont des autobiographies ou des bouts de biographie de l'auteur. Ou, je sais pas. Tu es d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est la première question des gens. Par exemple, pour mon roman Spleen Machine, la relation, c'était « Ah, t'as une ado, c'est ce qu'a vécu ton ado », immédiatement. Alors je disais « Grâce au ciel, non ». Et donc, par contre, sur le plan de l'émotion, là, je suis convaincue que on tisse un peu de nous dans chaque mot, et c'est vraiment, c'est une façon toute personnelle d'appréhender le monde, quelle que soit l'histoire qu'on raconte. Et moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on se libère, plus on écrit, plus on se libère, en fait. C'est-à-dire, enfin, peut-être qu'on pourra en parler dans 10 ans, mais je suis convaincue que c'est un peu comme si on lâchait les chevaux, quoi, petit à petit. Hein. On commence au trot, et puis on va finir au triple galop en lâchant des choses, en s'abandonnant dans son texte, quoi. Mais je pense que plus on s'abandonnera dans notre texte, et moins ça sera visible. C'est l'auteur qui sait ça, mais le lecteur le sait pas forcément. Ça, je pense que, mais je partage tout à fait ton avis, c'est-à-dire dans le premier texte, je crois, effectivement, l'image du trot est une bonne image. Et c'est la réussite du premier roman qui permet de commencer à galoper pour le suivant. Hein. Oui, ça, je suis absolument d'accord. On se sent plus libre. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que
Moi, le mien est sorti il y a quelques mois, celui de Pascal va arriver, et on nous disait toujours, oh là là, le numéro 2, oh là là, le deuxième roman, ça va pas être facile. Bon, moi, j'avoue que je me suis... je crois qu'il faut arriver à ne plus penser à ce que peuvent penser les gens. Ça, c'est vraiment très important, à mettre une bulle autour de nous, à être à distance, Parce que, par exemple, moi, on m'a demandé souvent, c'est autobiographique, oui, non, mais tu racontes et comment tu fais avec ton métier? C'est possible? Donc ça, moi, j'avais tout de suite écarté ce phénomène en me disant, quel que soit mon métier, voilà, si j'étais peintre, on me demanderait pas comment je fais. Et voilà, c'est l'écriture. C'est vrai que l'écriture, c'est un tout petit livre, mais en même temps, ça peut être très puissant, très long dans le temps. Et voilà, il faut tout pousser, tout oublier. Et ça arrive assez vite. Je pense que Pascal vit la même chose que moi, c'est-à-dire quand on écrit, tout d'un coup, on est seul au monde. Moi, il m'est arrivé tout d'un coup de voir 20 heures. En me disant non mais qu'est-ce que c'est, mais comme une accélération du temps, parce que je pense qu'on est dans un autre un autre espace-temps en fait. Donc on perd la notion du temps qui est passé, de ce qui se passe autour, de ce qu'on est, de ce que pensent les autres, voilà, tout ça est à distance. S'évade, on vit notre vie. Et je voudrais juste, pour faire écho aux propos de Marie-Laure, dire que le premier, effectivement, on est extrêmement contraint. D'abord parce que le premier, c'est un manuscrit. C'est-à-dire qu'on écrit, mais tant qu'on n'a pas trouvé d'éditeur, il n'existe pas le premier. Et quand on est publié, et qu'on a la chance, comme Marie-Laure et moi, d'être dans une maison d'édition qui nous soutient, qui nous accompagne, on avait un SMS tout à l'heure de nos éditrices. Enfin, on est très, très comme ça. Et nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous savons que nos éditrices attendent le deuxième texte ou le troisième pour Marie-Laure. Donc ça, c'est quand même une liberté extraordinaire. Elles peuvent le refuser. Mais de savoir que vous n'allez pas avoir la contrainte de démarcher, d'envoyer votre manuscrit avec les lettres de refus qui s'en suivent, je trouve que c'est une grande liberté. Et en plus, quand on a publié une première fois et que le livre a rencontré son public, on sait mieux comment on veut écrire. On est plus sûr de soi. Hein. Moi, je raconte toujours cette anecdote, mais quand j'ai su que j'allais être éditée par la maison Passiflore, j'étais tellement heureuse d'abord que, ça, je suis quasiment tombée dans les pommes, mais après, j'étais tellement terrorisée qu'à minuit, un jour, j'ai envoyé un mail en disant écoutez, c'est une erreur, c'est pas grave, rendez-moi, on dénonce le contrat, dites-moi combien je vous dois, enfin, etc. Et elles m'ont répondu, allez vous coucher, on s'occupe du reste. Mais voilà, c'est vraiment, voilà. Et le deuxième roman, moi, je sais que mon manuscrit, le jour où j'estimerai qu'il est au point, je le mets sous enveloppe, il part directement chez Passiflore, et je l'envoie nulle part ailleurs. Oui, alors je voulais justement mentionner aussi... non, pas du tout. Les éditions Passiflore que dirigent justement deux femmes, Florence et Patricia. Et justement, je voulais savoir si le fait d'avoir été... alors c'est un hasard, deux femmes... enfin, je veux dire, vous n'avez pas choisi votre maison d'édition en fonction, c'est elles qui vous ont choisi quelque part. Mais... Est-ce que d'être accompagnée par des femmes, justement, ça a été quelque chose d'agréable, il y a eu de la compassion, plus peut-être que si ça avait été des hommes ou pas du tout. Enfin, comment ça s'est passé? De la compassion, un accompagnement, disons, un cheminement commun. Mais je crois que c'est ces deux femmes-là, surtout. Alors, c'est vrai que moi, au démarrage, j'étais très... rassurée de cette tribu féminine. Mais comment? Surtout qu'elles sont trois au départ. Oui, elles sont trois au départ. Pas comme Patricia, si comme Sylvie, Flore comme Florence. Mais enfin, c'est surtout ces personnalités-là qui sont à la fois d'une modestie et d'un encouragement total. Donc, je pense que c'est ça qui était rassurant. Après, j'imagine que si ça avait été un homme, mais qu'il avait cette bienveillance, ça aurait été formidable aussi. Voilà. Et en fait, moi, quand j'ai envoyé mon manuscrit chez Passiflore, en fait, c'est une de mes amies directrice du livre d'une librairie bordelaise qui m'avait dit ne néglige pas les maisons d'édition régionales
parce que ce sont des maisons d'édition qui sont très proches de leurs auteurs, qui en général sont de petites entités, donc qui prennent vraiment le temps de la lecture. Ce sont pas ces grandes maisons où vous êtes lu par un. J'ai beaucoup de respect pour les étudiants ayant des enfants étudiants, mais il faut passer plusieurs filtres, si vous voulez. Tandis que là, on est lu directement, et c'est vrai que nous n'avons qu'à nous louer de cela. Et puis c'est vrai que ce sont deux femmes, donc Florence et Patricia, qui nous accompagnent vraiment merveilleusement, qui nous bichonnent, qui nous chouchoutent, voilà. Moi, j'ai eu le plaisir d'aller à Chambéry pour le festival du premier roman l'année dernière. Florence m'a accompagnée pendant 4 jours. Enfin, c'était merveilleux, quoi. Elle était là tout le temps à côté de moi. Voilà, ça, dans les. Je dis pas qu'il n'y a pas des éditeurs de grandes maisons qui n'accompagnent pas ou de maisons plus anciennes qui n'accompagnent pas leurs auteurs, mais là vraiment c'est presque une famille, quoi. Hein. Oui. Alors moi, c'est avec Patricia que je communique la nuit particulièrement. On est addicts des réseaux sociaux toutes les deux, donc on communique la nuit. Bon, alors Marie-Laure, si on revient sur votre livre, donc La carapace de la tortue, on peut se rendre compte que, l'amitié, les femmes entre elles, cette amitié, elle a une grande importance. Elle a une grande place, je pense, dans le livre aux amies de Clotilde, Claudie, et puis les 2 S, les voisines, qui s'appellent donc Sophie et Sarah. Est-ce que dans la vie, vous, l'amitié féminine, c'est quelque chose d'important? Certains disent que les femmes entre elles, c'est terrible, c'est délétère, etc., mais on n'a pas du tout cette sensation-là à travers votre œuvre, en tout cas. Ah non, moi je refuse de penser que les femmes sont comme ça. Bon, il existe des femmes. Dans mon métier, on dit il y a celles qui poussent l'échelle quand elles sont arrivées en haut. Et ça, dans des niveaux parfois de responsabilité, on peut connaître, mais pour moi c'est une exception, ou bien par nature je les ai évitées, je sais pas, mais en tout cas. La solidarité féminine est évidente. Pour moi, elle fait partie de ma vie. Elle l'est même dans le business, c'est-à-dire on est tout un groupe de femmes qui, par solidarité, on s'appelle, on se rend service, on se donne des coordonnées, et tout ça va très très vite. Donc moi, je crois assez fort au girl power, ça c'est sûr. Peut-être aussi parce qu'on a été souvent, on a eu beaucoup de mal à réussir là où on travaille, où on a des responsabilités. Donc il a fallu serrer les coudes, il a fallu s'appuyer les unes sur les autres pour réussir. Ça m'empêche pas d'avoir des très bons copains. C'est pas la même histoire. Mais on va dire que dans une période de grande difficulté, je pense qu'on a une forme d'émotion qui est similaire. Je me confierais facilement à une amie, pas du tout un pote, quoi, ou plus difficilement. J'irais plutôt boire une bière avec lui, mais voilà. Donc moi, je crois beaucoup à cette solidarité de projets aussi. On a vu naître des projets très vite, très forts. Tout le monde s'y met. De réseaux de femmes très importants. Voilà. Donc pour moi, c'est assez évident. Je pense. Et puis justement, dans les réseaux de femmes comme ça, l'emmerdeuse, elle a pas trop de place en fait. Au bout d'un moment, elle est vite, elle est poussée. Parce que je crois qu'on a de la bienveillance, on a les mêmes problèmes d'enfants, d'études, de jobs, d'un tas de choses qu'on a l'habitude de pratiquer. Et donc voilà, il y a une similitude dans l'approche des choses. D'ailleurs, quand vous dites Gilda n'a pas la même voix que son amoureux, ben oui, la sensibilité n'est pas la même, l'appréhension n'est pas la même. Avec 2 mots, on va se comprendre entre femmes, alors qu'avec un garçon, on n'a pas forcément les mêmes approches. Donc voilà, moi j'y crois et je le pratique, mais à fond. Oui, et vous, Pascal? Oui, moi aussi, je partage absolument les propos de Marie-Laure. Moi, je vous disais, j'ai commencé très jeune à militer dans les réseaux féministes. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on a inventé, enfin, on a créé le mot de sororité. On parle de la fraternité, mais on parlait pas de la sororité. Et la sororité, moi, je trouve que c'est un mot absolument magnifique, je vais pas dire un concept parce que ça serait un peu trop intellectuel, mais voilà, c'est quelque chose que nous ressentons profondément. Marie-Laure a tout à fait raison. Il y a beaucoup de bienveillance entre les femmes. Il y a quelque chose. Enfin, moi, par exemple, récemment, je lisais que de plus en plus, on voit
les couples se séparant, on voit les femmes ayant souvent la garde des enfants, on voit de plus en plus, pour faire face en particulier aux coûts et aux problèmes de logement, des femmes qui s'installent ensemble avec les enfants, ce qui fait qu'elles peuvent garder les enfants ensemble. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se réinvente, quelque chose de nouveau que je trouve personnellement magnifique. Et des exemples comme ça, on peut en citer beaucoup. Et d'ailleurs, dans l'effacement, voilà, c'est pareil. Oui. Gilda, qui vit une situation extrêmement complexe à une époque où elle est stigmatisée et montrée du doigt, est en fait déjà de femmes, entourée. Alors là, qui vont l'aider. Voilà, qui vont l'aider. Et là, peut-être que pour répondre à votre question de tout à l'heure, je peux dire que ça, c'est une part de moi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est parce que je crois à cette sororité et à cette façon qu'ont les femmes de se venir en aide, que certainement j'ai créé ces personnages, des amis qui sont autour de Gilda. Oui, ça certainement. Et alors, moi, c'est la même chose dans La Carapace de la Tortue, avec toutes les femmes de l'immeuble, qui pourtant sont très, très différentes et ont des... L'échantillon est... Oui, voilà, l'échantillon est assez large, avec des points de vue différents sur la vie, des origines sociales ou des comportements, des valeurs qui sont très différentes. Et pourtant, il va se créer cette solidarité entre étages et autour du personnage, qui devient finalement la mission de l'immeuble. Et tout le monde va se regrouper autour d'elle. Mais c'est vrai, hier par exemple, je pense que moi je travaille beaucoup avec des hommes et à aucun moment je me permettrai de parler de mes enfants. À aucun moment. Et hier, on était dans une grande table avec beaucoup de femmes avant ce fameux colloque, et tout d'un coup, il y a une fille qui a reçu un texto, son fils avait 42 fièvres, etc. Et tac, tac, ça a fait le tour de la table. Et tout le monde s'est arrêté. Ah bon, qu'est-ce qu'il a ton petit ? Ah oui, on garde tes affaires, vas-y, il va téléphoner et tout. Parce que je pense qu'on est dans on est dans la même réalité, en fait. Donc et je pense qu'on aura plus de pudeur avec les hommes. Comme on essaie de se mettre au même niveau et qu'on manque de confiance pour affirmer qu'on est au même niveau, on n'osera jamais aborder des problématiques toutes personnelles ou domestiques. Oui, c'est un fait. Bien, alors on disait aussi les hasards ou pas, vous êtes toutes les deux mamans, mères de 2 filles chacune d'ailleurs. Et on continue. Et voilà, c'est ça. On est cohérentes. Alors finalement, quelles valeurs vous leur avez transmises ou vous rêvez, ou vous leur transmettez, qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre de votre expérience, de vos croyances, de votre idéal sur les femmes ? Pour moi, la première, c'est la liberté. C'est-à-dire la liberté de ses choix, la liberté d'assumer ses choix. Pour moi, c'est la plus grande valeur. C'est-à-dire, si on compare à des générations précédentes, ne serait-ce que nos mères, qui étaient dépendantes pour différentes raisons financières, sociétales, etc. Bon, pour nos filles, vraiment, pour moi, c'est la liberté. Voilà, liberté de faire les études de leur choix, de vivre avec qui elles veulent, comme elles veulent, d'avoir des enfants ou pas. Voilà. Pour moi, c'est l'essentiel. Voilà, c'est ce qui compte. Mais pour ce qu'il en est de mon aîné, je pense que j'ai fait une féministe. Ça, c'est dit. Alors, voilà, moi, j'aurais dit être elle-même, ce qui revient absolument à une autre façon de parler de liberté. Moi, j'ai 2 filles qui sont un peu plus âgées que celles de Marie-Laure, puisqu'elles ont 26 et 24 ans. Je vous garantis que j'en ai fait des féministes, ça c'est sûr. Il faut dire qu'elles avaient une grand-mère qui déjà avait bien entamé l'affaire. Et voilà. Et puis ce qui est important, c'est justement leur transmettre il y a une autre valeur, moi, que j'aime beaucoup, qui est l'altruisme. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous étions à des obsèques du mari de leur nounou, enfin de la dame qui s'est occupée d'elle. Et à la demande de cette dame, elles sont intervenues, elles ont parlé, et j'étais vraiment très heureuse et très fière d'elles parce que voilà, elles ont toutes les deux des occupations très très importantes, et elles ont toutes mis en stand-by, elles ont pris des avions, elles sont arrivées, voilà, et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit bon, voilà, elles sont chouettes, quoi. Elles sont vraiment chouettes. Fière de vos filles. C'est peu de le dire.
Bien, alors si on revient sur l'écriture, donc je le disais, vous écrivez depuis longtemps. Est-ce que le style, enfin, est-ce que vous êtes consciente ou pas de l'évolution de votre style? Est-ce que vous avez trouvé votre style? Est-ce qu'on vous décrypte? On dit tiens, ça c'est toi, oui, ça se voit. Ou est-ce qu'on est de plus en plus à l'aise? Ça se travaille, on acquiert des choses? Marie-Laure? Moi, je trouve que bon. Je suis pas capable de parler de mon style. C'est les lecteurs qui en parlent. Tu sais ce que Léo Ferré disait? Non. Ton style, c'est ton cul. Alors, je n'irai pas jusque-là. Très belle chanson, hein, que je vous invite à entendre. Arrête ou je vais te faire chanter. Donc, le style, c'est les lecteurs qui en parlent. J'en parle difficilement. Par contre, moi, je trouve que ça n'est pas facile. Plus le temps avance et plus on est exigeant, en fait. Plus l'écriture évolue, plus on est exigeant. Et donc, plus on va relire, s'interdire, couper, changer, etc. Et donc, parce que moi, j'ai écrit 2 romans avant le premier édité. Et je me rappelle au début, oh là là, j'écrivais des pages et des pages, je me laissais aller, etc. Et maintenant, c'est pas du tout ça. Et c'est plus concise. Ah oui, puis il y a vraiment des moments où je vais écrire 10 lignes en fait, et sur ces 10 lignes, je vais y revenir et recommencer et le lire à haute voix. Mais Pascal lit plus à haute voix que moi d'ailleurs, et on prend des conseils. D'ailleurs, quand elle m'a dit ça, j'ai essayé pour voir cette musicalité. Parce que pour moi, ça parlait dans la tête, mais c'est vrai qu'à haute voix, on entend d'autres choses. Et donc, moi, j'ai le sentiment que ça se durcit, au contraire, et qu'on est encore plus exigeant. Et il y a une partie dont on n'a pas parlé, c'est les épreuves, qui est la partie de correction, on va dire, parce qu'il y en a tout le temps dans l'édition. Et puis, moi, j'ai toujours pensé, ces choses qui sont remontées pendant les épreuves, ça doit pas arriver la fois d'après. C'est pas possible. Donc, je cherche... encore plus, voilà. Je cherche style. Encore plus, et donc non, c'est pas. Je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais plus déliée au démarrage que maintenant, où je suis très attentive à ce que je vais proposer, quoi. Et vous, Pascal? Oui, alors, oui, moi, la première version du roman était une version très 19e, comme je dis, c'est-à-dire effectivement très foisonnante. Comme je dis toujours, je décrivais tout, la taille de la table, sa couleur, la position des verres, enfin absolument tout. C'est bien parce que ça remplit des pages, c'est chouette. Et cette version, d'ailleurs, je l'ai envoyée à des éditeurs et je me suis fait retoquer comme ça. Et quand j'ai repris le manuscrit, alors là, j'ai totalement expurgé le texte puisque je suis passée de plus de 200 pages à une centaine, même si après publier, ça fait pas tout à fait la même chose, mais enfin bref. Et peut-être que là, j'ai quand même quand j'ai été retoquée par les premiers éditeurs, ça a été une grande douleur parce que déjà que vous avez envoyé le manuscrit, bon. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça m'a rendu service. Enfin, c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver, parce que c'était pas bon, d'abord, ce manuscrit. Je pense que je serais pas là devant vous s'il avait été publié en l'état. Et moi, ce qui m'a fait vraiment, ce qui m'a le plus touché quand l'effacement a été publié et qu'il a commencé à être lu, c'était d'entendre des lecteurs, des lectrices me dire j'aime votre style. J'aime la façon dont vous écrivez. Vous n'écrivez pas comme les autres, etc. Ça, je crois que quand on écrit, c'est la plus belle chose qu'on peut entendre, parce que après, les histoires qu'on vous raconte, c'est l'amour, la mort, la trahison, le secret de famille, etc. Enfin, on raconte toujours la vie, quoi, la vie, exactement. Alors après, c'est comment la raconter, cette vie. Alors d'abord, pourquoi nous on éprouve le besoin de la raconter? Ça, c'est un vaste sujet. Et ensuite, comment vous la racontez? Et c'est vrai que, comme dit Marie-Laure, plus on avance, plus c'est difficile, mais en même temps, mieux on sait où on veut aller. Je crois. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup travaillé là aujourd'hui sur mon futur texte, et maintenant je sais biffer, quoi. Je dis non, ça.
Non, ça c'est non. Avant, je mettais en bleu, je gardais, je me disais ça peut-être... non, mais maintenant, je vais un peu plus à l'essentiel, mais avec un niveau d'exigence encore plus élevé. Oui, il n'y a plus de douleur à couper. Voilà. Au début, c'est assez douloureux. Et après, moi, il m'arrive d'écraser des chapitres entiers en disant non. C'est pas bon. Alors, et ce qui est marrant, c'est la mécanique qui se met en place. Sur Spleen Machine, par exemple, il y a des chapitres qui se correspondent, l'histoire de la fille, l'histoire de la mère. Et c'est une horlogerie pour moi. J'adore les mécanismes qui se mettent en route. Et maintenant, j'écris par morceaux, en fait. C'est assez. Je pensais pas arriver à faire ça. Un jour, j'avais entendu John Irving qui racontait qu'il écrivait ses livres par la fin, qui commençait à écrire la fin et qui remontait le texte. Et je sais pas si vous voyez la taille des textes de John Irving, mais c'est assez... J'avais écouté ça, mais je sais pas, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, j'avais été stupéfaite. Je me disais, mais non, mais une histoire, ça s'écrit de A à Z, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. J'arrive vraiment... c'est une question d'émotion aussi. Je pense qu'on est capable à certains moments d'écrire une scène érotique, à d'autres moments une scène extrêmement nostalgique. C'est quand même aussi lié sans doute à notre état d'âme ou à ce qu'on porte en nous. Et donc, il m'arrive vraiment de travailler, on va dire, en constellation plutôt que dans l'ordre, comme au démarrage. Bon, alors si on revient maintenant avec la rencontre avec les lecteurs, comment est-ce que vous avez vécu justement cette rencontre, ce regard, cette écoute? Est-ce que c'est angoissant d'abord de rencontrer ces lecteurs la première fois, Pascal? La toute première fois, oui, c'est très, mais pas que la toute première fois. Hein. Moi, je trouve que ça reste vrai tout le temps. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait allusion au festival de Chambéry, dont l'effacement a été lauréat. Et cette partie, le festival de Chambéry, c'est un festival très particulier parce que c'est un festival de lecteurs. Donc, quand vous êtes invité au festival, vous avez des rencontres comme ce soir, mais vous avez face à vous des gens qui ont lu votre livre. Alors, ça donne des rencontres très différentes. Vous avez en face de vous vraiment des lecteurs, pas des lecteurs de livres, des lecteurs de votre livre, et qui sont capables donc de vous dire un certain nombre de choses, et ça fait des rencontres très très différentes. Mais moi, je trouve ça... moi, je suis encore totalement ébaudie de penser que mon livre est sur des rayons de librairie. Comme je dis toujours, il y a tellement de millions de livres. Moi, j'en reviens pas qu'il y en ait un petit là, comme ça, qui soit à moi. Et donc, je suis toujours tellement honorée qu'on me lise que c'est toujours pour moi une très grande émotion de rencontrer des lecteurs et de partager parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose de très particulier. Tout à l'heure, Marie-Laure a parlé d'un peintre. Bon, ben voilà, un peintre, il peint. Tout le monde ne peint pas, mais tout le monde écrit. Tout le monde sait ce que c'est qu'écrire. On a tous, même si on n'est pas auteur, on a tous à un moment donné un agenda, un journal. Enfin, tout le monde écrit. Donc on parle à des gens qui eux-mêmes sont des auteurs de quelque chose. Donc je trouve qu'on est dans quelque chose de très particulier. Si vous parlez avec un artiste peintre, un danseur ou qui n'est pas une discipline que vous pratiquez, ben voilà, vous êtes face à quelque chose d'inconnu et vous avez tout à découvrir. Quand vous parlez d'écriture, tout le monde écrit plus ou moins et donc faut se distinguer. Ça fait forcément écho à quelque chose. Donc voilà, moi je ne m'en remets pas de cette histoire de toute façon. Moi, si on parle de la toute première fois, je me suis dit, je vais pas y aller. Ah. Mais vraiment, j'ai eu une espèce de vide absolu un quart d'heure avant d'arriver, ce qui est vraiment pas ma nature, puisque j'ai travaillé dans les médias, la télé, je fais des meetings, donc vraiment, mais j'étais dans un état de stress, mais absolu. Ça, c'est la toute première fois, en me sentant incapable d'en parler. Parce que c'est quand même quand
quand on sort de cette période d'écriture qui est quand même une forme d'enfermement, hein, on est très solitaire pendant très longtemps. La confrontation au public tout d'un coup pour vendre, finalement, raconter. D'ailleurs, on n'a pas les bons mots. Alors maintenant, avec de l'entraînement, on dit on a préparé notre histoire, mais je me rappelle, les gens me disaient alors, qu'est-ce qu'il raconte ton livre? Et là, c'était un peu la sidération, l'incapacité à le dire. Et voilà. Donc moi, la toute première fois, ça a été quand même très, très... Je suis allée au bar avant, j'ai bu un café, je me suis dit, non mais là, je pourrais me tirer, quoi. Et voilà. Et puis après, ça s'est vraiment bien passé. C'est vrai, ce que dit Pascal, c'est différent entre des gens qui l'ont lu. Et là, mais vraiment, c'est formidable ce que disent les gens. C'est vraiment d'une gentillesse et d'une... Enfin, comme on travaille, nous, dans d'autres contextes, vraiment, parfois, vous avez l'impression de travailler, de vous épuiser à travailler, d'avoir peu de reconnaissance ou peu de moments. Mais là, l'écriture... Bon, évidemment, je pense que les gens qui n'ont pas aimé le livre viennent pas vous le cracher au visage, mais en général, les gens sont vraiment absolument adorables. On reçoit des mots, des lettres. La première fois que j'ai reçu une lettre de lecteur, j'étais complètement sidérée. Et voilà. Par contre, ce dont on parle moins pour les jeunes auteurs, c'est la salle vide. Parce que ça, c'est quand même des moments de grande solitude. L'enfermement de l'écriture, à côté, c'est de la rigolade. Alors là, vous vous dites, non mais c'est juste pas possible. Et voilà. Et donc là, moi, par nature, je reviens à, mais finalement, c'est pas si bien, mais finalement, voilà, il y a un espèce de doute. C'est là que les copines viennent. Ah. Merci aux copines. Alors, vous rêveriez que l'on vous compare à quel auteur? Par qui vous êtes influencé? Qui vous admirez? Qui vous lisez souvent? Non, mais non, qu'on pourrait vous faire? Pas de... Forcément, dès que c'est des grands auteurs, on est flatté, mais la comparaison est... Enfin, moi, on m'a dit plein de choses et c'était formidable, mais non, on veut un peu gênant. Ouais, voilà, on veut pas forcément être comparé. On a de l'admiration. Moi, j'ai de l'admiration pour Sagan, pour De Vigan, si on parle des plus jeunes. J'ai de l'admiration pour cette écriture et pour ces écrivaines ou écrivains. Mais bon, je pense qu'on est quand même un peu modeste, quoi. Voilà. Oui, moi je suis d'accord avec ça. C'est difficile. Par contre, on peut parler effectivement des auteurs pour lesquels on a de l'admiration, comme dit très justement Marie-Laure. Voilà, moi il y a des livres comme ça qui m'accompagnent tout le temps, que je lis et que je relis pas forcément, mais que j'ouvre comme ça, je lis une page. Mais qui par exemple? Oh, bien sûr, Duras, Virginia Woolf, pour citer des femmes, mais j'ai aussi beaucoup lu les auteurs du 19e, justement, dont je parlais tout à l'heure. Je pourrais en citer vraiment, vraiment de nombreux, et puis après, je me dirais, mais je lui ai pas répondu ça, j'aurais dû. Voilà, là, par exemple, tiens, en ce moment, je lis un livre d'un auteur que je ne connaissais pas, qui est une éditrice, d'ailleurs, qui s'appelle Maren Zell, qui est une Allemande. Non. Maren, M-A-R-E-N, Zell, S-E-2-L. Et cette femme a été la compagne de Yann Andrea, qui lui-même a été le compagnon, comme on sait, de Duras. Et elle raconte magnifiquement cette histoire d'amour. Ben voilà, en ce moment, je suis Maren Zell, voilà, par exemple. Si je pouvais être Maren Zell, je serais très contente. Voilà, non mais voilà, ce sont des moments aussi, quoi. C'est ça que je veux dire. Très bien. Alors pour la suite, donc vous le disiez, vous écrivez un portrait là actuellement, Pascal. Vous avez presque terminé. Vous vous projetez déjà pour la suite ou c'est au fur et à mesure? Non, step by step. Le manuscrit est écrit, mais comme je dis, il est bancal. Donc là, c'est pour moi la partie qui va être la plus longue d'ailleurs, parce qu'écrire le premier jet,
c'est pas très difficile. Après, faire en sorte que le texte tienne debout et que moi je le considère comme étant digne d'être envoyé à mes éditrices, je parle pas encore de publication. Voilà, voilà. Puis j'essaie d'explorer quelque chose de nouveau pour moi. J'ai pas la prétention d'explorer quelque chose de nouveau en littérature, mais en tout cas d'explorer quelque chose de nouveau pour moi. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais bon, j'avance. Ça avance. Et vous, Marie-Laure? Et non, mais il y a des périodes de recherche aussi qui sont très importantes. Dans mon dernier roman, Spleen Machine, par exemple, pour bien parler d'une adolescente dont je suis loin, je me suis immergée dans des séries américaines, des séries anglaises qui mettent en vie des adolescents. Pour la partie de la mère, j'ai réécouté des opéras, des interviews. Enfin bon, on est dans de la recherche aussi qui nous permet de parfois juste avoir 2-3 références tissées dans notre histoire, mais quand même il faut le faire. Donc c'est un temps qui est quand même incompressible, qui parfois arrête le roman, on recommence des recherches, voilà. Donc il y a ce temps-là. Qui permet de mûrir le projet aussi. Oui, absolument, de faire naître d'autres, ce qu'on n'avait pas forcément attendu, parce que parfois la surprise de l'écrivain, c'est de se mettre derrière son clavier avec une idée bien claire de ce qu'on va faire et de se retrouver 5 heures plus tard avec une direction qu'on n'imaginait même pas, qu'on n'appréhendait en aucune façon et qui tout d'un coup va prendre toute la puissance. Et on se dit, mais d'où ça sort? C'est pas possible. Il y a des phases aussi, il y a des phases, comme dit Marie-Laure, effectivement, il y a la recherche, mais il y a aussi les phases de silence. Et peut-être, vous savez, c'est comme en psychanalyse, hein, c'est pas pendant la séance qu'il se passe des choses, c'est entre les 2 séances. Mais je crois qu'en écriture, c'est pareil. Il y a le temps de l'écriture, mais il y a tout le temps de la préparation de l'écriture. Et en fait, moi je dis souvent, quoi que je fasse, je suis en état d'écriture, c'est-à-dire même si je n'écris pas, j'écris. Et peut-être que j'écris encore plus quand j'écris pas. Après, voilà, puis c'est très particulier d'un auteur à l'autre et chacun. Voilà, moi, je suis pas forcément quelqu'un, mais toi non plus. Puis bon, nous avons des activités par ailleurs, donc. Mais j'écris pas le matin comme Amélie Nothomb de 6h du matin à midi, puis après je bois une coupe de champagne et je fais mes relations publiques. Ce qui est pas péjoratif du tout dans ma bouche. Hein, voilà. C'est même un rêve absolu. Et oui, en fait, c'est ça. En fait. Et voilà, moi je peux écrire un week-end sans sortir de chez moi non-stop, et puis je peux ne plus écrire pendant mais ça m'empêche pas d'y penser, ça m'empêche pas de surtout quand on est dans cette phase qu'on peut considérer comme une phase finale, qui est le moment où on veut que le texte tienne, soit debout, que sa colonne vertébrale, qui est ni syphose ni scoliose, et ça c'est un temps très très long, donc ça demande la réflexion, puisque le texte, il est là, il est écrit. Voilà. Bon, mais écoutez, je crois qu'on a appris beaucoup de choses ce soir sur l'écriture au féminin. Je vous remercie d'avoir partagé votre façon d'écrire, la façon dont vous procédez, et puis de nous avoir parlé de vos livres. Peut-être que dans la salle, il y a quelques questions. Qui est-ce qui a envie de poser une question? Nicole. Bonsoir. C'est très intéressant parce que vous avez 2 romans très différents, et pourtant on retrouve quand même l'amitié, le soutien entre femmes, des personnages féminins, les héroïnes qui sont quand même toutes les 2 avec un caractère très, très fort qui va se faire, hein, de souffrance et puis d'évolution, des caractères masculins qui sont aussi intéressant. Il y a l'amitié masculine, il y a l'amour, il y a un petit peu de tout ça. Et puis quand même, il y a Bordeaux. Et moi, je trouve, voilà. Ah oui, c'est vrai. Parler de Bordeaux, mais je l'avais envisagé, mais au fil de la conversation, ça se glissait mal. Et d'ailleurs, pas à la même époque. Voilà. C'est assez incroyable. Pas les mêmes quartiers, forcément. Oui. Bon, bien sûr. Et moi, j'ai beaucoup aimé le pont Baba. Oui. Je n'avais pas pensé à ça. Et puis, voilà. Donc, Bordeaux est quand même présent. Et pour nous, lecteurs de
de la région, eh bien, c'est aussi un petit côté sympathique, parce qu'on dit, ah ben tiens, elle est allée là, elle habitait à tel endroit, place Gambetta, elle va au jardin public, la rue Ferrer, le CAPC, en fait. On est quand même aussi en terrain connu. Voilà, en terrain connu. Mais c'est d'ailleurs ce que vous dites quand vous dites elle habitait place Gambetta, ça fait un peu aussi écho aux propos qu'on a tenus tout à l'heure. Par exemple, alors moi très honnêtement, je vis à Bordeaux depuis 30 ans, j'ai fait mes études ici, etc. Donc j'avais été lyonnaise, je pense que le roman se passerait à Lyon. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, et c'est dans ce sens que on est habité par nos personnages. Moi, quand mon personnage, donc Gilda, arrive à Bordeaux, un jour, je descendais la rue Judaïque vers Gambetta. Alors je sais pas si on descend, si on monte, c'est jamais ça. Et j'ai levé le nez. Et j'ai vu, à l'angle de la rue du Palais Gallien et de la place Gambetta, vous savez, ces entresols. Et je me suis dit, ben voilà, elle va habiter là. Et maintenant, je ne peux pas passer dans cette rue sans me dire, ça, c'est l'appartement de Gilda. Rassurez-vous, j'ai eu le même réflexe. Oh, ben alors ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Et je pense que rue Ferrer, c'est pareil. Plus passer rue Ferrer, devant le CAPC, sans... Oui, moi, on me parle de ça. Et puis, il y a un monsieur qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, je ne peux plus marcher sur les quais sans chercher la mouette. Ça, c'était assez joli. Alors justement, dans mon deuxième livre, j'ai tenté, comme je trouvais que le destin de cette adolescente était universel, en fait, j'ai tenté de ne pas l'attacher à aucune ville. Par contre, j'ai attaché sa mère à un quartier de Paris que j'aime beaucoup, le 14e arrondissement, mais qui est très, très effacé parce que j'avais le sentiment que pour cette histoire-là, il fallait qu'on soit capable d'imaginer tous les lycées, toutes les rues, la nuit, toutes les boîtes de nuit, tout ce dont je parle, sans forcément avoir un attachement au territoire. Alors que dans le premier, comme Pascal, les gens me disent c'est un personnage en fait. Bordeaux, c'est un des personnages de l'histoire. Et voilà. Vous parliez tout à l'heure de la maîtrise des personnages ou des situations que vous élaborez au fur et à mesure, je pense, dans le roman. Et est-ce qu'avec le recul, vous arrivez à mesurer ce que vos personnages ont fait de vous? Moi, je peux partiellement répondre à cette question parce que on ne va pas dévoiler la fin pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, mais voilà, mon personnage va dans une certaine direction. Et à un moment donné de l'écriture, moi, j'ai voulu l'emmener. Enfin, j'ai voulu écrire autre chose, l'emmener ailleurs, et je ne parvenais pas à écrire. Ça ne fonctionnait pas, ça n'allait pas, etc. Et donc, et quand j'ai accepté, vraiment, je lui ai dit, ben, si tu veux aller là, ben, alors on y va. Là, c'est devenu extrêmement facile et fluide. Et donc, c'est bien la preuve que d'abord, comme dit Marguerite Duras, on écrit un roman, mais le roman nous écrit. Ça, c'est une certitude. Ça, moi, j'en suis absolument convaincue. Et ce que le personnage a fait de moi, pour ce qui me concerne, c'est effectivement, probablement, me révéler une part de moi-même, qui est la part de l'écriture, d'une part, mais qui est certainement aussi une part plus intime. Certainement. Voilà. Oui, ça me va bien, moi, à la fin. Je suis d'accord. Et puis, je pense que dans l'écriture, on pose des choses. Des chagrins, des observations, et je pense qu'on les laisse en paix. Voilà. Il y a un chemin qui est très important dans la douleur que traversent les personnages, ou dans leur joie, ou dans des moments de partage. Et je crois c'est ça qu'on retrouve en filigrane. Je dis toujours nos émotions tissées avec les mots, c'est vraiment ça. Et je pense qu'à la fin d'un livre, il y a quelque chose de nous qui est abandonné. Donc plus de légèreté. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voulais savoir si au fur et à mesure que vous avanciez dans l'écriture, vous consultiez vos filles justement, ou ça a été un secret jusqu'à la fin quand même. Nos filles ? Oui. Nos filles ? Vos filles, oui.
Alors, moi, je fais plus du tout lire. Au début, avant mon premier livre, mes romans d'avant, j'avais le besoin d'avoir la validation de plusieurs personnes. Il fallait que j'entende ça va, tu peux continuer, voilà. Et plus on avance, en fait, plus on est pudique, je pense, et on veut pas du tout partager. Par contre, quand j'ai fini Spleen Machine, la première personne qui l'a lu, c'est ma fille. Et j'attendais, comme le Messie, son avis, en la regardant de temps en temps pour voir si elle le lisait et quelle tête elle faisait. Elle ne faisait aucune tête, donc c'était pas évident. Et à la fin, quand elle l'a terminé, elle m'a dit « c'est juste, ce que tu racontes, c'est juste ». Et pour moi, c'était hyper important parce que parler d'une jeune fille de 17 ans, même si j'en avais été une, je pouvais me tromper de décennies, me tromper d'histoire. Et vraiment, ça a été fondamental pour moi. Et à partir du moment où elle m'a dit « c'est juste », je me suis sentie en capacité de l'envoyer, de le faire lire. Mais c'est vraiment la première. La particularité aussi, c'est que dans mon livre, j'ai travaillé, c'est une lecture augmentée avec un registre musical en marge, qui sont des musiques qui parlent aux jeunes et que seuls les jeunes, on va dire, de 18 à 22 ans connaissent. Et donc j'ai travaillé cette partie-là avec ma fille, avec un artiste berlinois pour certaines musiques. Et donc, du coup, après la lecture, on a beaucoup échangé sur les émotions. C'était assez génial parce que je lui disais bon, le personnage est comme ça, voilà ce qui vient de se passer, elle se sent comme ça, j'expliquais. Et alors elle me disait je pense à une liste, elle me donnait une liste de musiques, écoute-les, dis-moi ce qui te convient. Et voilà comment on a construit. Donc finalement c'était assez génial parce que du coup j'étais pas seule dans l'aventure. Et on a construit cette partie musicale ensemble. Mais en fait, c'est vraiment son avis était important pour moi. Et après, l'avis des jeunes. Et c'est vrai que quand les jeunes l'ont lu, m'ont écrit en me disant « Mais oui, c'est ça, on ressent ça. Mais comment vous le savez ? Mais comment ?» Alors pour moi, c'était génial. Mais c'est vrai que plus j'avance, plus j'ai de doutes et moins je fais lire. Oui, alors pour ma part, moi, je peux reprendre les propos de Marie-Laure pour ce qui est effectivement au début on fait lire, on a besoin d'être rassuré, mais on fait quand même lire par des gens qui nous aiment, donc a priori ils vont pas dire trop de mal parce qu'ils disent je veux pas trop la saccager quand même. Et voilà. Et alors en plus moi il se trouve que j'ai des filles qui ont fait des études supérieures de lettres. Donc, quand ma fille aînée a lu en fait, la première version de l'effacement, j'ai eu droit à une fiche de commentaires extrêmement bien écrite d'ailleurs. Et voilà, mais c'était très intéressant. Mais non. Et puis alors pour le deuxième, là, moi je suis complètement d'accord avec Marie-Laure, c'est-à-dire que on a quand même acquis une certaine assurance. Et moi, j'ai très envie. Je ne veux avoir absolument aucune influence, et donc je ne fais absolument pas lire. Et le manuscrit partira directement chez les éditrices, sans la case famille, amis, etc. Surtout qu'en plus, moi, au début, j'ai vraiment commis des erreurs. La première version, je l'ai vraiment fait trop lire même, parce que moi j'ai suivi des ateliers d'écriture à un moment donné et j'ai même fait lire à quelques personnes des ateliers d'écriture et j'ai eu des retours genre ah bon t'écris ça mais je pensais pas que t'écrirais ça, ah bon mais et finalement ça brouille le message, enfin, c'est terrible quoi. Donc je crois qu'il faut pas voilà, on acquiert de la confiance et il faut se faire confiance à soi-même, il faut savoir où on veut aller et puis on y va. Après ça marche pas, mais je crois qu'il faut qu'on puisse dire moi je me rappelle quand j'ai envoyé la deuxième version de l'effacement, j'ai osé l'envoyer quoi. Je me suis dit voilà, ça sera publié ou pas publié, mais quand même, quoi. Il me semble que il y a quelque chose. Et je crois que maintenant, je sais, pour le suivant, je saurais dire, voilà, c'est ce texte-là. Et après, moi, je peux accepter quelques corrections, mais c'est lui quand même. Bien. Une question, monsieur ? Oui, excusez-moi, je ne vous ai pas lu, je vous ai entendu. Et je suis un peu surpris de votre féminisme. Excusez-moi, je passe le problème. Je trouve que vous insistez énormément
je vois l'éditeur, c'est au fond 3 femmes. Je vois, bon, la nature a fait des choses comme elles ont fait, ça c'est autre chose, mais c'est une plaisanterie. Les auteurs que vous aimez sont encore des femmes. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est bien une... Je me demande si ça ne va pas jusqu'au sectarisme, presque. Est-ce que vous n'allez pas trop loin? Est-ce que si vous voulez défendre une cause, que je comprends très bien, mais si vous voulez défendre une cause, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir un peu votre cercle? Non, mais alors là, les deux sautent sur le micro. Non, mais il faut quand même voir, enfin, je vais parler de moi, ma jeunesse a été bercée par des auteurs masculins. J'ai commencé à lire Fitzgerald, Stendhal, Balzac, Hugo, Zweig, etc. Tout a été bercé par des auteurs masculins, à telle enseigne, et de génie évidemment, que je me suis interdit moi-même d'écrire. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis dit que pour arriver à un tel niveau, mais il valait mieux que je fasse autre chose de ma vie et que c'était impossible. Je suis pas très douée pour les travaux pratiques, mais et du coup, je pense que c'est en maturant qu'on arrive à l'écriture féminine, qui est plus rare, qui est aussi parce qu'on va citer dans les livres scolaires, les références masculines vont être très très importantes. Les références féminines sont plus rares. On a besoin de s'y accrocher pour voir comment ça se passe. Et après, je pense qu'il y a une problématique de confiance. C'est vrai que l'une et l'autre, je pense qu'on était armés pour écrire à 25 ans ou 30 ans, mais on l'a pas fait pour différentes raisons, parce qu'il faut vraiment être gonflé pour envoyer son texte. Et donc, je pense que en tout cas en ce qui me concerne, c'est en maturant que j'ai approché plus d'auteurs féminins. Et que je me suis entourée de femmes qui me comprennent mieux. C'est vrai qu'elles me comprennent mieux. Après, moi, je vous dis, je vous ai quand même pas dit qu'il y avait le bouquin de Modiano à côté de moi, sur ma table de nuit, et que il m'arrive d'en lire 2-3 pages le soir pour sa musicalité, et que je lis bien entendu des auteurs masculins. Mais après, comme on essaie toujours dans la vie de se comparer aussi aux êtres qui peuvent nous ressembler, il y a une recherche. Enfin, moi maintenant j'ai vraiment une recherche sur les auteurs féminins, mais j'ai été structurée par le masculin. Donc arriver à pouvoir enfin s'exprimer, et c'est quand même difficile. C'est un chemin long. Oui, alors moi aussi, là, je fais à nouveau écho au propos de Marie-Laure. C'est vrai que j'ai cité, par exemple, Duras et Virginia Woolf, mais moi, en ce moment, je lis Marenzel, mais je lis aussi le dernier ouvrage de Ian McEwan. Voilà, je lis aussi des auteurs masculins. J'ai moi aussi été bercée par tous les grands auteurs des siècles précédents. Voilà, et on sait aussi que dans les siècles précédents, la part n'était pas faite aux femmes. Enfin, je veux dire, pourtant il y avait des femmes. Voilà, des femmes qui écrivaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, voilà, il n'y a pas de mots. Par exemple, j'ai découvert, grâce à ma fille, qu'au Moyen-Âge, quand une femme écrivait, eh bien, elle était une autrice. C'est pas un très joli mot, hélas, mais ceci étant, il y avait des auteurs et des autrices. Et ce mot a complètement disparu, parce que les femmes ont disparu de l'écriture. Et effectivement, elles commencent à venir à l'écriture au XXe siècle en nombre un peu. Voilà, on commence à avoir des noms à citer. Mais enfin, si vous prenez la liste, si on fait le tour des rayons de la librairie ici, si on fait le ratio auteur féminin, auteur masculin, j'ai une vague idée de qui va l'emporter. Et si on fait le ratio du Goncourt, et si on fait le ratio du Goncourt, si on regarde la grande librairie toutes les semaines, et si on lit Livre Hebdo, et si donc c'est une évolution, bien sûr. Vous parlez du Moyen-Âge, certainement, vous allez trouver une autrice. Mais enfin, en général, ce sont des hommes, c'est vrai. Mais on a évolué quand même. Ça, c'est évolue. Vous évoluez. Lentement. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est vrai dans tous les médias, oui. Les peintres, les femmes, vous posez la question, quelle est votre définition du féminisme? Oui. Voilà. Au départ, je ne voulais pas. Comment vous définissez? Pourquoi vous dites féministe? Qu'est-ce que vous définissez?
quelle est votre définition exacte du mot féministe? Femme qui dit ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est tellement désuet de dire féministe que je suis une femme, hein, mais c'est comme de dire un blanc, un noir. Pour moi, c'est du même caractère racial. Moi, on est humain, sexué, certes, mais voilà. J'ai beaucoup de mal avec ça. Que dans certains pays, mais on ne parle pas de certains pays. Il y a effectivement des réels problèmes de relations hommes-femmes, les femmes qui sont encore Maltraitées. D'accord. On est d'accord. Et là, on parle aujourd'hui en France, en Europe, en Occident. Ce qui est particulier, oui. Enfin, moi, j'adhère pas forcément à tous les combats, mais oui, mais par exemple, quand par moment, vous avez parlé des hommes comme pour vous justifier que, attention, il y a aussi, on a des hommes autour de nous. Moi, je l'ai pris un petit peu comme ça. Mais... Ah bon, il y a des hommes autour de nous? Non, mais ce qui est compliqué, c'est que ce qui est compliqué. D'ailleurs, vous avez dit dans votre phrase féminisme, blanc, noir, etc. Oui, mais lorsque l'on parle blanc-noir, par exemple, on parle souvent d'une minorité. Là, quand on parle du féminisme, on parle de la moitié de la planète. La moitié de la planète. Et si l'on parle des femmes hors du territoire européen, on va dire, la paupérisation du monde fait que leur statut est totalement dégradé sur tous les plans. Si on parle de l'Europe et que l'on parle de nos droits, on est loin, mais très très loin de cette fameuse égalité ou mixité à laquelle nous essayons de contribuer. Elle ne l'est pas au niveau du salaire, elle ne l'est pas au niveau des représentations, qu'elles soient gouvernementales, même à la tête des associations. Elle ne l'est pas, elle ne l'est nulle part. Donc c'est un combat. Et aujourd'hui, vous avez elle ne l'est plus, par exemple, dans les collèges, où vous vous rendez compte en parlant aux jeunes, en partageant avec les jeunes, qu'il y a une forme d'agressivité verbale à l'égard des femmes qui n'existait pas de notre temps et qui est en train d'arriver dans les collèges de façon très importante si on en parle aux enseignants. Donc c'est un vrai sujet. Alors, que le terme n'ait pas évolué et qu'il faille l'appeler je ne sais pas comment, c'est pour ça que je disais au début, moi je dis que je suis féministe et je dis pas mais j'aime les garçons, mais je m'épile, mais je m'habille en rose, mais bon voilà. Parce que pour moi, il n'y a pas de mais, c'est un réel combat qui a eu des racines. Alors forcément, si on parle de nos mères ou de nos grands-mères, quand les grands-mères vous racontent comment elles se sont fait avorter, quand vos mères vous racontent qu'elles partaient au travail en jupe parce qu'elles n'avaient pas le droit de porter de pantalon, qu'elles ne pouvaient pas signer de chèque, etc. Bon, tout ça, c'est quand même ancré dans un terreau qui est très récent, l'air de rien, pour lesquels il a fallu que les femmes combattent. Donc dans le combat, on est toujours exagérément, on se fait entendre, mais il y a quand même des hommes qui ont participé, et heureusement. Et moi, je travaille avec beaucoup d'hommes qui me disent je suis féministe et c'est difficile, notamment qui sont présidents de l'Observatoire de la mixité à Bordeaux, avec qui je travaille, etc. Donc moi, je pense que c'est un réel combat. C'est pas un combat d'arrière-garde, c'est un combat pour nous, pour nos filles. Et à chaque fois qu'on rentre dans une crise, immédiatement, les femmes seront atteintes. Quand vous entendez à la dernière campagne que nous avons tous vécue ensemble politique, dès que je serai au pouvoir, j'arrêterai de donner des subventions au planning familial. Moi, non, mais moi, je peux pas entendre ça. Et quand vous voyez toutes les Espagnols qui sont descendus dans la rue l'année dernière pour lever le poing parce qu'on voulait les empêcher d'avorter, on se dit que c'est à nos portes. Moi, c'est ce que je me dis. Et c'est un combat permanent. Alors, c'est pas un combat contre les hommes. Moi, je dis tout le temps, c'est un appel aux hommes à nous aider à être égalitaires, car c'est la moitié de la planète. Donc moi, je pense que c'est vraiment... Alors, parfois, ça peut... Bon, voilà, ça peut paraître, je sais pas, exagéré. Et puis, je pense que les jeunes générations sont pas conscientes de ça, alors qu'elles sont les premières cibles de ça. Et donc moi je pense que c'est pas un combat d'arrière-garde, que c'est un réel combat, qu'on n'est pas arrivé encore à cette égalité que l'on souhaitait. Et l'autre jour, il y a un des hommes de pouvoir avec qui je travaille qui m'a dit « Ah ben tiens, si je te claquais la porte au nez
Parce que on est égaux. Alors je lui dis, mais t'es en train de confondre la galanterie et le féminisme. Je lui dis, c'est quand même pas la même chose. Donc c'est des blagues et c'est plutôt bien d'en blaguer parce que comme ça les choses avancent. Donc moi je pense que c'est pas une société contre l'autre, c'est une société qui a envie de marcher avec l'autre, qui a envie d'être l'égal de l'autre. Et ça c'est quand même pas rien. C'est un minimum. Je voulais juste répondre à monsieur, parce que je ne peux pas répondre à votre place, bien sûr, en tant qu'auteur, mais par rapport à la maison d'édition Passiflore, ce n'est pas parce qu'elle est tenue et dirigée par des femmes qu'elle est avec une orientation particulièrement féministe. Non. Au contraire, je pense qu'elle est très très ouverte. Non, mais écoutez, moi je m'en référais parce que ces auteurs ont raconté, ont parlé des trois personnes, dont Patricia, etc. Bon, vous n'avez pas cité les hommes, vous avez cité... Ah ben il n'y en a pas dans la maison d'édition. Donc. Bon, eh bien, donc c'est ce que je... Donc voilà. Enfin, elles ont des maris, Écoutez, pour eux... Mais si cette maison d'édition, monsieur, était dirigée par des hommes, est-ce que vous poseriez la question? Ça pourrait être un mélange, je pense. On n'aurait pas fait cette conférence. Voilà, d'abord. c'est ça. Bon. Je voudrais moi aussi, excuse-moi, je souscris totalement au propos de Marie-Laure, et puis je crois que et j'aime beaucoup quand Marie-Laure dit je suis féministe, et je suis pas féministe, mais moi il y a très peu de temps, là, j'étais dans un dîner et je sais plus quelle réflexion je faisais, et un de mes amis me dit enfin t'es pas féministe quand même. Ben si, enfin c'est-à-dire cette espèce de terreur masculine chez certains hommes, pas chez tous, du féminisme comme quelque chose de voilà. Et comme a très bien dit Marie-Laure, être féministe, ça veut pas dire qu'on souscrit à tous les combats. Enfin, c'est une grande question, la question du féminisme. Mais moi, j'aime beaucoup l'association qui s'appelle Oser le féminisme. Je trouve qu'elle dit très bien les choses. Et aujourd'hui, comme l'a très bien dit Marie-Laure, nous sommes dans une situation de crise économique mondiale, aussi aux portes de l'Europe, aussi chez nous, et comme dit Marie-Laure, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Et en plus, alors je parle pas de tous les problèmes liés à la religion, aux violences faites aux femmes. Voilà, aujourd'hui, par exemple, malgré le féminisme tel qu'il s'est exprimé après les années 68, il y a encore tous les jours des femmes qui meurent sous les coups des hommes. Et ben, tant qu'il y aura une femme qui mourra sous les coups d'un homme, je serai féministe. Et je lutterai pour les femmes. Voilà. Alors après, définir le mot féminisme... Je serai avec toi. On sera deux. Luciana aussi. Et plus encore. Non, mais bien sûr. Emmanuel. Non, mais c'est pour ça que quand vous me dites... Oui, bien sûr, Oui, vous avez raison. On peut pas nier les chiffres. Voilà, et c'est quand même plus les femmes et les enfants, bref, les personnes vulnérables qui tombent sous les coups. Mais à ceci étant, si un homme à côté de moi tombe sous les coups, je serai la première à le défendre, bien sûr. Je ne conteste pas, c'est vrai. Il y a des inégalités, c'est vrai. Il faut lutter contre cela. Mais la question que je pose, est-ce que c'est normal que vous fassiez corps uniquement de femmes? Moi, j'ai senti dans vos discussions, dans vos rapports, c'est vraiment presque l'exclusion, c'est le petit groupe de femmes. On ne dit pas les mêmes choses. Alors que c'est un problème humain. Oui, mais moi j'ai cru entendre aussi que finalement, si des hommes étaient engagés dans le combat, il y en a beaucoup, avec cette histoire à la bande dessinée d'Angoulême, avec ces femmes qui n'ont pas été nominées, Yann Sfar, et puis Manara, qui sont partis justement qui ont refusé leur nomination pour laisser leur place aux femmes. Il y a heureusement des hommes qui s'engagent pour les femmes. Et je crois que c'est pas un combat. Les hommes, on les aime. Ah mais moi, c'est celui qui est devenu mon mari qui m'emmenait avec sa mobilette aux réunions féministes. Hein. Et puis il venait me chercher après. Donc voilà. Bien sûr. Non, mais je crois que... Enfin, je suis un petit peu désolée si vous avez cette perception de mes propos, en tout cas, ou de nos propos, parce que... voilà, il y a absolument... Enfin, en tout cas, chez moi et chez Marie-Laure, je crois, je peux parler en son nom parce que je crois qu'on se connaît bien. Absolument aucun sectarisme. Enfin, au contraire, comme dit très justement Emmanuel, eh bien, si les hommes et les femmes sont très conscients des inégalités faites aux femmes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalités faites aux hommes, nous sommes bien d'accord avec ça, eh bien, peut-être que les choses avanceront de façon plus harmonieuse. En ce moment, il me semble qu'il y a une petite disruption là de l'harmonie.
me semble-t-il. Et des femmes. Et moi, tout à l'heure, Emmanuel l'a dit, je suis présidente du comité Bordeaux-Atlantique de la Fondation de France. Et je peux vous dire que les violences faites aux femmes, et je ne parle pas que de violences physiques, alors, tant que ça se produira, je serai féministe. Même si je ne peux pas vraiment définir le mot. Une toute petite anecdote, vous avez cité tout à l'heure Léo Ferré, vous avez cité sa chanson au style C'est ton cul. Les personnes ici qui ne connaissent pas cette chanson, je les invite à l'écouter. Et entendre dire par une femme que c'est une très belle chanson, je pense que vous avez vraiment fait la part des choses. Je vous remercie beaucoup. Merci monsieur, on terminera sur vos mots. À vous. Merci beaucoup.